Là, je voudrais vous parler de l'histoire de mon père. Mon père est un Villecrénois, il n'est pas né à Villecreine, mais il est arrivé ici en 1969. Il a vécu jusqu'en 2015 et ensuite il a été dans un établissement pour personnes âgées à Santeny, donc très proche de Villecreine, et il est mort dans sa 100e année. Donc c'est vrai qu'il a eu une vie très longue, mais cette vie très longue a été marquée par des événements tragiques, difficiles. Son histoire, elle commence en Pologne, en 1913. Il est né dans une famille juive où il y avait 7 enfants, dont 3 sont morts en bas âge. À l'âge de 5 ans, il perd sa mère, qui est malade du typhus, qui meurt de la maladie du typhus. Donc il se retrouve orphelin. Il va aller vivre 3 ans dans une autre ville chez une tante, et puis à l'âge de 8 ans, il va rejoindre son père, qui s'est installé à Łódź. Łódź, c'est une grande ville polonaise, où il y a beaucoup d'industries textiles. Son père est cordonnier, et dès l'âge de 8 ans, il va travailler avec lui. Donc il fait partie de tous ces enfants qui, pour essayer d'échapper à la misère, ont été obligés de travailler. Avec son père, il vit dans un immeuble, en fait il vit dans une cave en terre battue. Il ne mange pas toujours à sa faim, c'est ce qu'il m'a raconté. Il n'a pas connu d'enfant, c'était d'ailleurs un de ses grands regrets. Il a été très peu à l'école, 2 ans, et encore il me disait par demi-journée. Et quand il me parlait de ses souvenirs d'école, ce qui était douloureux pour lui, c'est qu'il se souvenait que les enfants polonais parfois jetaient des pierres aux enfants juifs qui allaient à l'école. Donc très vite, il a eu conscience que c'est un pays où il ne voulait pas rester. Et donc pour échapper à cette misère, à cet antisémitisme qui était un sentiment très fort dans la Pologne d'avant-guerre, il a conçu le projet de quitter ce pays et de venir en France. Alors il vient en France pas tout à fait par hasard, il y vient parce qu'il a une sœur qui est déjà installée, mais aussi il y vient comme beaucoup de juifs polonais qui ont émigré avant-guerre, parce que la France représente pour eux le pays des droits de l'homme. Il y avait une formule qui était très utilisée parmi cette population, c'était de dire « heureux comme Dieu en France ». Donc c'était une sorte de paradis pour eux. C'est un pays où, dans son imaginaire, il n'y avait pas de persécution, où on pouvait gagner sa vie en travaillant honnêtement. Donc tout ça, ça le poussait à partir en France. Il va le faire en 1931, il a donc 18 ans. Il se souvient, il est arrivé en pleine exposition coloniale à Paris. Il a vu des choses qui l'ont choqué, puisque à l'exposition coloniale, on a aussi exposé des hommes africains de Nouvelle-Calédonie, qu'on considérait à l'époque comme des animaux. Donc déjà, l'idée qu'il se faisait de la France, il a été un peu étonné, mais bref. Il s'installe, il trouve rapidement du travail, il a toujours travaillé, ce n'était pas un problème pour lui. Et en 1936, il va rencontrer sa future épouse. Il a un premier garçon, il en aura un deuxième en 1940. Donc a priori, pour lui, les choses vont, il mange à sa faim, il a un logement. Il essaye d'obtenir la naturalisation française, mais il y a des événements politiques en France qui font que les naturalisations sont bloquées. Donc lorsque commence la guerre, le 1er septembre 1939, il est toujours de nationalité étrangère, de nationalité polonaise, et ça aura des conséquences pour la suite de son histoire. Donc la guerre a commencé, on sait que Hitler a envahi la Pologne, qu'à la suite de cet envahissement, l'Angleterre et la France ont déclaré la guerre à l'Allemagne. Donc dès le 3 septembre 1939, la France est en guerre. Immédiatement, mon père imagine de combattre avec l'armée française. Il va dans le centre de recrutement de la Légion étrangère, puisqu'il est de nationalité polonaise, pour être engagé et combattre. Il est déclaré apte, et puis il me racontait ça en rigolant. Je me présente devant le sous-officier en charge de l'intégration de ceux qui étaient recrutés. Il me dit non, toi tu peux rentrer chez toi, c'est pas la peine que tu fasses la guerre, tu pourras pas la faire. Donc il est rentré chez lui, ça lui a en tous les cas épargné de faire la guerre, on ne sait pas ce qui serait arrivé s'il l'avait faite. Et il continue à travailler. Arrivent les premières mesures anti-juives prises par le gouvernement du maréchal Pétain sur ordre des Allemands. Et ces mesures anti-juives vont conduire à des mesures d'arrestation. Le 14 mai 1941, mon père avait reçu quelques jours avant une convocation.
lui indiquant qu'il devait se rendre au commissariat de son quartier pour un contrôle d'identité. Et donc, il s'y rend le 14 mai, muni de cette convocation, sur laquelle il était indiqué que s'il s'y était pas rendu, il risquait des sanctions. Et quand je lui ai demandé « Mais pourquoi tu as été à cette convocation ?» Il me dit bah, « J'avais rien à craindre, hein. C'était la France, la patrie des droits de l'homme, j'étais en règle, une famille, des enfants, un travail, un contrôle d'identité, c'était pas un problème. » Seulement lorsqu'il est arrivé au commissariat, immédiatement on lui a confisqué ses papiers d'identité, il a été mis aux arrêts. Il avait été accompagné par un neveu qui lui était de nationalité française, donc pas arrêté, parce que ce qu'on a appelé la rafle du billet vert parce que la convocation très souvent était rédigée sur un papier de couleur verte. C'est comme ça que les historiens ont appelé cette première rafle. Avaient été convoqués ce jour-là 6700 juifs étrangers. 3700 se sont rendus dans les commissariats. Donc, puisque 3000 ne s'y étaient pas rendus, c'est la raison pour laquelle j'avais posé cette question à mon père, pourquoi lui il y était allé. Donc, il y est, le commissaire lui prend ses papiers, dès le lendemain, avec les 3700 hommes, il n'y avait que des hommes, ils sont emmenés à la gare d'Austerlitz en bus. De là, ils sont répartis dans 2 camps dans le Loiret, donc dans la périphérie d'Orléans, le camp de Pithiviers et Beaune-la-Rolande. À Pithiviers, ils sont 1700, à Beaune-la-Rolande, ils sont 2000. À Beaune-la-Rolande, il y a 2 neveux qui y sont, Herman et Paul, des enfants de sa sœur, et puis lui à Pithiviers. La vie s'organise à Pithiviers. Au début, il me dit les premiers jours, il n'y avait rien à manger. Les familles ont été autorisées à venir apporter la nourriture. C'est ainsi que son épouse a fait en tandem avec son neveu 90 km de Paris à Pithiviers, tout ça en tandem, l'aller-retour en 2 jours. Il n'y avait pas vraiment de discipline au début. Donc il a pu recevoir, certains ont pu recevoir la visite de leur épouse, de leurs enfants, qui rentraient dans le camp, qui sont sortis. Donc au début, tout le monde considérait que bon, ils étaient internés et que sans doute ça allait durer le temps de la guerre. On ne savait pas trop ce que ça voulait dire, le temps de la guerre, mais il n'y avait pas d'inquiétude particulière. Et puis après ce mois de mai 41, au mois de juin, certains ont été amenés à travailler dans les fermes puisque les fermiers alentours n'avaient plus de main-d'œuvre et donc il fallait faire les moissons puisque les personnels agricoles avaient été mobilisés pour la guerre. Donc certains vont à l'extérieur, certains en profitent pour s'échapper. Environ 600 des 3700 ont fait des tentatives d'évasion et beaucoup, la grande majorité ont été repris. Là aussi, j'ai demandé à mon père, mais pourquoi toi tu t'es pas évadé? Il me dit, j'y ai pensé, j'y pensais tous les jours, mais je me suis dit, si je m'évade, il va y avoir des représailles contre ma famille. Donc tous les internés étaient pris entre 2 feux. S'évader, être repris, s'évader, réussir, être peut-être repris plus tard, ou alors que leur famille soit victime de représailles. Donc finalement, il dit, j'ai préféré attendre parce que, encore une fois, je pensais qu'on irait jusqu'au bout de la guerre dans ce camp. Mais en même temps, il y avait quand même de l'inquiétude, et donc les deux garçons qui étaient nés, avec sa femme, ils ont décidé de les emmener dans une famille en Picardie, une famille qu'ils connaissaient d'avant-guerre, pour les sortir de Paris, parce que les menaces commençaient à se préciser contre les populations juives qui vivaient en région parisienne. Il a commencé à avoir l'obligation de porter l'étoile jaune, donc c'était une mesure de précaution. Alors s'il avait pu échanger avec son épouse, c'est parce que les courriers étaient autorisés, les prisonniers avaient le droit d'écrire. Ils n'avaient le droit d'écrire qu'en français, parce qu'il y avait une censure, et donc il fallait pas que les prisonniers parlent en négatif de leur enterrement. Mais mon père, comme tous ceux qui étaient là, avait une langue maternelle qui était le yiddish, qui était incompréhensible pour les gendarmes français, puisque ce ne sont pas les mêmes caractères. Donc il a pu écrire des lettres. Il y a un monsieur Pierrard, qui était un ouvrier de la ville de Pithiviers qui venait travailler dans le camp, qui a eu le courage de sortir les lettres, d'aller les poster, et en retour, quand il recevait les lettres de son épouse, de les rentrer dans le camp. C'est un monsieur qui a donc eu énormément de courage, parce que s'il avait été pris en faisant ça, il risquait la prison. Parfois, il y avait des gendarmes qui le faisaient aussi, et alors dans les gendarmes, il y a ceux qui le faisaient de façon, on va dire, bénévole, et ceux qui recevaient de l'argent, qui étaient corrompus, parce que malgré tout, les internés recevaient un peu d'argent de leur famille, ce qui permettait parfois de corrompre les gendarmes. Donc il a pu échanger avec son épouse de la situation, et dans les lettres qu'on a retrouvées après la guerre, on voit bien le climat qui évolue. Au début, une forme d'insouciance, on a le droit d'avoir des activités. Mon père, son activité, c'était de fabriquer des objets en bois. Il y a même eu un concours qui était organisé par le sous-préfet d'Orléans,
Il a obtenu le 2e prix à ce concours, ce qui est assez incroyable, mais on est en pleine guerre. Les autorités françaises organisent des concours pour réaliser des activités pour les internés. Et donc ces objets, il a même pu les envoyer à la famille qui a caché mes 2 frères. On les a retrouvés après la guerre, et pas tous, mais donc, en partie on a retrouvé ces objets. Donc encore une fois, la vie suit son cours, on mange plus ou moins bien. Mon père était dédié aux activités il était le jardinier du commandant du camp. Arrive petit à petit, le temps avance, et là commence à y avoir des rumeurs. Les rumeurs commencent à arriver d'un transfert vers l'Allemagne. Beaucoup parlent de camp de travail. Ils ont un peu de mal à y croire, mais bon, on en parle. Les nouvelles arrivent de la famille, de ce qui se passe en région parisienne, parce qu'en région parisienne, il y a eu de nombreuses rafles aux sorties des métros, pour ceux qui n'avaient pas été arrêtés le 14 mai 41. Et donc l'inquiétude arrive, mais elle ne prend vraiment forme que 24 heures avant le départ pour Auschwitz. Arrivent des soldats SS, parce que jusqu'à présent, tous ces internés étaient gardés par des gendarmes français. Mon père n'a jamais vu de soldats allemands avant le 24 juin 1942. Et donc le 24 juin, ordre leur est donné de prendre leurs affaires. Mon père se souvient très bien, on leur avait dit surtout pas de couteau, pas d'objet qui aurait pu blesser qui que ce soit. Et ils se retrouvent à la gare de Pithiviers, ils vont passer la nuit dans le train, et le lendemain, ils vont partir pour le camp d'Auschwitz, mais sans le savoir. Ce que disaient entre eux les internés, on part pour Pichipoy. Alors Pichipoy, c'est un mot en yiddish qui veut dire le village de nulle part. C'est pour dire qu'ils n'avaient vraiment aucune idée de ce qui allait leur arriver. Le 25 juin 1942, donc environ 1000 internés montent dans un train constitué uniquement de wagons à bestiaux. Alors pourquoi 1000 ? Parce que c'était les ordres des nazis. Lorsque la solution finale a été imaginée et conçue, les ordres d'Eichmann, qui était le maître d'œuvre de cette solution finale, étaient d'avoir des convois d'environ 1000 personnes, toujours. Parce qu'encore une fois, il faut bien comprendre que ce qui a constitué la déportation des Juifs d'Europe et d'autres populations était extrêmement bien organisé. Rien n'était laissé au hasard. Et dans ce convoi de 1000 personnes, constitué uniquement d'hommes, il a été initié parce qu'il fallait vider le camp de Pithiviers et le camp de Beaune-la-Rolande, parce qu'était planifié ce qui allait être ce qu'on allait appeler la rafle du Veldiv en juillet 1942. Il fallait donc vider le camp pour permettre que ceux qui allaient être raflés, à l'époque les autorités françaises et allemandes avaient prévu de rafler plus de 20 000 personnes, certaines auraient été orientées sur Drancy et d'autres sur les camps de Beaune-la-Rolande et de Pithiviers. Ils vont donc voyager 2 nuits, 3 jours, sans eau, sans nourriture. Donc on imagine bien ce que ça représente. Tous les convois, ça a été la même chose. Bien sûr, pas de toilettes dans les wagons. Des wagons où il y avait environ une centaine de personnes. Des gens qui étaient déjà un peu malades. D'ailleurs, à l'arrivée de ce convoi numéro 4, certains internés étaient décédés. Des convois partis de France, il y en a eu 77. Le dernier convoi est parti en juillet 1944. Il a été constitué, entre autres, par les enfants de l'orphelinat de la pension Zisman à la Varenne-Saint-Hilaire, donc dans le Val-de-Marne. Ce sont les derniers enfants qui ont été raflés et conduits immédiatement dans les chambres à gaz. Donc le convoi numéro 4, c'est donc bien sûr l'un des tout premiers. Sur ces 1000 personnes, des travaux d'historiens ont été réalisés, en particulier par Serge Klarsfeld, qui est une personne éminente qui a recensé les 76 000 juifs déportés de France, leur a donné un nom à tous. Et donc sur ce convoi-là, il y a eu environ 60 survivants, c'est-à-dire un taux de 2 à 3%. C'était la réalité pour tous les convois de juifs partis de France. Il n'y a pas eu plus de 3% de survivants. On sait qu'après la guerre, ne sont revenus qu'environ un peu plus de 3000 de ces déportés sur les 76 000. Quand mon père est arrivé à Auschwitz, c'est tout de suite le débarquement sur le quai, et bien sûr, c'est tout de suite la découverte de l'horreur. Autant à Pithiviers, il n'y avait pas de torture, il n'y avait pas de gens battus, il n'y avait pas de quoi que ce soit d'extrêmement violent. Autant à Auschwitz, immédiatement, les déportés sont confrontés à la violence. Et la violence se matérialise par les cris des SS. Ça aussi, mon père s'est toujours souvenu de cela.
où on leur disait « sale juif, sors du train, espèce de chien, espèce de porc ». Donc c'est les mots très forts, exprimés bien sûr en allemand, qui ont toujours marqué mon père. Et pour ceux qui se trouvaient sur le quai, plus ou moins abasourdis, ou qui tentaient de sortir des rangs, il y avait les bergers allemands. Ordre était donné à ces chiens de poursuivre ceux qui avaient la mauvaise idée de vouloir s'échapper. Et on sait ce que peut faire un chien quand il est lâché dans ces conditions-là. Les premiers convois, ce sont surtout des hommes. Donc pour les nazis, c'est une force de travail. Parce que là aussi, il faut bien comprendre de ce qu'était Auschwitz. Auschwitz, ce n'est pas simplement un camp de mise à mort, c'est aussi un camp de travail. C'est un double objectif pour les nazis. C'est à la fois un objectif d'élimination des populations juives d'Europe, mais c'est aussi l'utilisation de cette main-d'œuvre gratuite pour enrichir les entreprises allemandes. Auschwitz, ce sont 3 camps. Le camp où mon père va aller dès qu'il est arrivé, le camp qu'on appelait le camp de base, le camp numéro 1. Le camp numéro 2, qui est le camp d'Auschwitz-Birkenau, là où il y a les chambres à gaz et les fours crématoires. Et le camp numéro 3, qui est le camp de Buna-Monowitz, où mon père va travailler tout le temps de sa déportation. Dès qu'il arrive, il y a tout un processus. Pour ceux qui visitent le camp d'Auschwitz, ce processus, c'est comme quand on rentre dans une usine. Il y a l'arrivée, il faut se déshabiller, on passe dans un bain de désinfection. Pourquoi le bain de désinfection? Parce que, évidemment, dans la promiscuité, il y a des maladies qui se développent, en particulier le typhus, qui est propagé par les poux. Donc les nazis ont extrêmement peur du typhus. Souvent, mon père me disait, ils n'avaient pas peur des juifs, mais ils avaient peur des poux. Donc il fallait nous désinfecter. Une fois les déportés désinfectés, tondus, on leur donne le fameux pyjama rayé du déporté et on va leur tatouer un numéro matricule sur l'avant-bras gauche. Pour mon père, c'est le numéro 42 695. Il est tatoué par un autre déporté qui a cette obligation de le faire. On trempe un fil de fer dans de l'encre bleue indélébile et donc effectivement ce tatouage est indélébile. Mon père l'a gardé jusqu'à son dernier souffle. C'était aussi... Donc ce matricule, c'était aussi la volonté des nazis d'enlever toute humanité aux êtres humains qui se trouvaient là. Il fallait les déshumaniser. D'ailleurs, tout le monde connaît le livre de Primo Levi, Si c'était un homme. Il y avait cette volonté que ce ne soit plus des hommes, hommes, femmes, enfants, personnes âgées, qui que ce soit. Et mon père, durant sa déportation, à part ses camarades bien sûr qui l'appelaient par son nom, les soldats SS, les capots ne l'ont jamais appelé par son nom. C'était toujours par le numéro matricule. Et donc il fallait, lors des appels, puisque dès le premier jour il y avait l'appel, il fallait répondre à son numéro matricule. Et il fallait comprendre l'allemand. Les déportés qui arrivaient, qui ne comprenaient pas l'allemand, risquaient beaucoup. Et la chance de mon père, c'est qu'il venait de Pologne, il comprenait le polonais. Le yiddish, c'est essentiellement des mots d'allemand, donc il comprenait l'allemand, et bien sûr le français. Le polonais, c'était utile parce que ceux qui servaient de relais aux commandants SS du camp et aux soldats SS, c'était ce qu'on appelait les capots. Les capots étaient souvent des droits communs, pour l'essentiel des droits communs, sortis des prisons polonaises. Donc il n'y avait aucun problème pour eux de se comporter en chien de garde. Souvent, l'antisémitisme dont j'ai déjà parlé faisait partie de leur caractère. Et ils étaient chargés de transmettre les ordres des SS aux déportés. Et un déporté qui ne répondait pas à leurs ordres risquait sa vie. Ça a été le cas d'un neveu de mon père, Herman, qui avait été arrêté le même jour que mon père. C'est une histoire que mon père racontait. Il le voit le matin à l'appel, il lui dit « Rejoins-moi ce soir, moi ici je me débrouille bien ». Et malheureusement, il ne reverra jamais son neveu qui a été battu à mort dans la journée. Des choses de cette nature, il y avait tellement d'anecdotes que pouvait me raconter mon père. Une des choses les plus terribles qui l'avait beaucoup marqué, c'était un jour, un été, parce qu'en Pologne, autant l'hiver il peut faire froid, autant l'été il peut faire chaud. Un déporté dans les allées du camp trouve un seau, il veut boire. Malheureusement, à côté, il y a un soldat SS qui lui dit « T'as soif ?» Le déporté, me dit mon père, lui répond « Oui ». À ce moment-là, le soldat SS le prend par les chevilles, le retourne et lui met la tête dans l'eau pour le noyer.
C'est des choses comme ça qu'il faut comprendre pour savoir ce qu'était le quotidien à Auschwitz. C'est ce que mon père a vécu pendant 2 ans et demi, ce quotidien, qui faisait que, comme il a pu l'exprimer parfois quand il racontait cette histoire, qu'il vivait au jour le jour. Un jour de plus, c'était un jour de gagner. Gagner vers quoi? On ne savait pas trop. On ne savait pas si il savait pas s'il allait survivre, mais c'était comme ça. Alors, comment a-t-il survécu? Au début, il a été affecté au terrassement. Le terrassement, c'était très dur. Il fallait mettre des pierres dans des wagonnets parce que à Auschwitz, c'était des zones marécageuses. Il fallait assécher les marais, puis ensuite créer des terrains pour construire des bâtiments. Et donc, il était chargé de mettre des pierres dans des wagonnets qu'il poussait sur des rampes. Et il m'en a parlé aussi. Il me dit un jour, je commençais à manquer de force et j'ai pas pu pousser le wagonnet. Il a basculé sur le côté. Et là où il a basculé, il y avait un soldat SS. Je l'ai vu prendre une pelle, je l'ai vu lever la pelle, et je me suis dit, je vais mourir, il va me taper dessus. Et il dit, je l'ai regardé, il a vu mon regard, et il ne m'a pas frappé. J'ai pas compris, il m'a laissé en vie. Et souvent, mon père a exprimé le fait qu'à Auschwitz, il avait eu de la chance. Alors, c'est toujours une chose sur laquelle je me suis interrogé. Ça veut dire quoi avoir de la chance à Auschwitz? J'ai toujours pensé que mon père avait su avoir une forme d'intelligence, une intelligence des situations, une intuition qui l'a fait échapper au pire. Et l'exemple de ça, c'est qu'il a très vite compris qu'il allait mourir en continuant à travailler à l'extérieur au terrassement. Et un jour, le chef de bloc, puisqu'ils étaient logés dans des blocs, dans des dortoirs, a demandé dans la chambrée, est-ce qu'il y avait des menuisiers? Et mon père a dit, j'ai levé la main, j'avais jamais été menuisier. J'avais fait de la cordonnerie, j'étais tailleur, il fabriquait des vêtements pour femmes. Menuisier, non. Mais malgré tout, il lève la main. Et il dit, donc j'étais amené à l'atelier de menuiserie, il fallait monter des meubles de cuisine. Je n'avais jamais fait ça. Et je voyais bien qu'il y avait le chef d'atelier qui me regardait. Je me suis dit, s'il voit que je ne sais pas le faire, il va me massacrer. Et il dit, heureusement, derrière moi, il y avait un camarade qui a compris que je n'étais pas menuisier et il m'a montré comment faire. Et donc, il a appris à monter les meubles de cuisine. Par la suite, il a même fabriqué on a fabriqué des niches à chiens pour les soldats des SS. Une chose qu'il nous racontait, parce qu'il y avait toujours beaucoup d'humour dans sa façon de raconter Auschwitz, ça peut paraître paradoxal, même dans les pires moments, on peut rigoler de ces histoires. Il me dit, on avait été chargé de réparer les skis qui revenaient du front russe, parce que les soldats allemands avaient été pris par l'hiver en Russie, donc ils abîmaient les skis, il fallait les réparer. Il me dit, on nous avait chargé de réparer 12 paires par jour. Et donc on prenait une paire dans la réserve, il fallait la raboter, il fallait la refaire. Il me dit, il a dit, c'était dur, j'aurais pas eu la force de les réparer. Donc j'ai trouvé une combine, c'est un mot qu'il aimait bien, combine. Et il dit, je prenais la paire que j'avais réparée, j'allais dans la réserve, et au lieu de prendre, je faisais attention, au lieu de prendre une nouvelle paire, je reprenais la même, et je revenais avec la même. C'est-à-dire, au lieu de faire 12 paires, j'en faisais qu'une. Il dit, c'est comme ça, et j'ai jamais été pris. Parce qu'à Auschwitz, c'est toujours ça, t'es pris, t'es pas pris. Et voilà, donc c'est cette chance qu'il évoque. Autre chose qui montrait sa capacité de survie, bien sûr, ils n'avaient pas assez à manger. Le matin, lever 6 heures, un peu d'eau chaude, un peu de pain, parfois des légumes, quasiment jamais de viande. Donc on ne pouvait pas tenir la journée avec ça. Et mon père dit, j'avais repéré que dans les sous-sols des blocs, par des soupirails, j'avais repéré des stocks de pommes de terre. Et je m'étais fabriqué, j'avais trouvé un fil de fer, je m'étais fabriqué un fil de fer assez long pour piquer les pommes de terre. Je les remontais par le soupirail, je les mettais dans le bas de mon pantalon, je faisais un ourlet. Un ourlet, c'est quand on ferme le tissu dessus. Et quand on sortait des camps, les capots nous fouillaient à la ceinture, ils ne nous fouillaient jamais aux pieds. Donc comme ça, je passais 1 ou 2 pommes de terre. Et comme on allait dans les bâtiments, on avait des radiateurs en fonte très épais, ici un exemple, je coupais la pomme de terre en 2, je la coinçais, et comme ça elle cuisait, et ça me faisait un aliment en plus. Et donc, il a fait ça pour survivre. Une autre histoire qu'il m'a racontée, moi, qui m'a toujours étonné, parce que jamais j'aurais pensé à ça, les déportés souffraient beaucoup de dysenterie. Il y avait des latrines
commune, hein. Il n'y avait pas bien sûr de WC individuel, et souvent les virus se diffusaient de proche en proche dans ces latrines, et beaucoup attrapaient la dysenterie, c'est-à-dire qu'on se vide, on a la diarrhée. Et donc pour stopper la dysenterie, mon père connaissait la recette, toujours avec cette pomme de terre. Il me disait, je la faisais carboniser, toujours dans ses radiateurs, ça devient comme du charbon, et on sait qu'avec le charbon, on soigne les maux d'estomac, et donc je mangeais cette pomme de terre carbonisée, et ça m'a stoppé la dysenterie. Donc cette intelligence des situations, c'est aussi quelque chose qui lui a permis de survivre. Il me dit, quand on a vu arriver les Juifs de Hollande, avec les camarades, on s'est dit, ces Juifs-là, ils ne tiendront pas. Parce qu'en Hollande, ils avaient déjà un niveau de vie plus élevé qu'ailleurs en Europe, hein. C'était des hommes grands, forts. Vous savez. Il me dit, mais eux, ils ont jamais connu la misère. Mon père avait connu la misère, il avait connu la faim, il avait connu le froid avant-guerre, il s'était endurci. Eh bien, les Juifs de Hollande, ils n'ont pas tenu. Parce qu'ils n'avaient pas ce passé, cette réalité d'existence que pouvaient avoir des gens comme mon père et ses camarades. Bien sûr, tous n'ont pas survécu, hein. Mais ça les a aidés quand même. Et donc, comme ça, il a vécu 2 ans et demi dans ce camp d'Auschwitz jusqu'au mois de janvier 1944. Déjà dans le camp, commençaient à entrer des rumeurs. Parce qu'il faut bien aussi imaginer que le camp d'Auschwitz, c'est 30 000 personnes en permanence, même beaucoup plus vers fin 1944, et qu'il y a aussi des ouvriers polonais qui viennent travailler dans le camp. Donc il y a y compris du marché noir qui s'organise dans le camp d'Auschwitz. On échange les cigarettes contre du savon, etc. Et donc les informations circulent. Et commençait à circuler le fait que les armées nazies avaient été battues en URSS. Donc c'était un grand espoir pour les déportés. Ils commençaient à imaginer que peut-être un jour ils seraient libérés. Et au mois de janvier 1945, cette réalité-là, elle commence à prendre corps, et les troupes soviétiques s'approchent des camps de mise à mort qui existent en Pologne, et commencent à libérer les différents camps, Majdanek, Belzec, Treblinka. Ils s'approchent du camp d'Auschwitz, et les nazis, sur ordre bien sûr d'Eichmann et de tous les responsables nazis, décident d'évacuer Auschwitz, parce que la volonté, l'obsession d'Hitler, c'est de continuer à exterminer, quoi qu'il en soit, les Juifs d'Europe. À Auschwitz, on a exterminé des Juifs, on a exterminé des Tziganes, on a exterminé des homosexuels, et il fallait, tant que la guerre était là, continuer cette terrible chose. Et pour continuer à exterminer les Juifs, il fallait les évacuer du camp d'Auschwitz pour les emmener dans d'autres camps, en Allemagne, en Autriche. Mon père a fait partie de ces milliers d'hommes qui ont quitté Auschwitz. Certains n'ont pas quitté, qui étaient trop faibles pour partir, et les nazis n'ont pas eu le temps de les emmener. Donc lui, il a effectué une des marches de la mort, parce qu'il y en a eu de très nombreuses. Ils ont marché pendant 75 km. Alors pourquoi on les a appelés les marches de la mort? Pour une raison très simple, hein. Des déportés tellement faibles que certains n'arrivaient plus à marcher. Dès qu'un déporté tombait, un soldat SS lui tirait une balle dans la tête. Quand ils dormaient le soir dans des étables, dans des fermes, ceux qui essayaient de s'échapper, bien sûr, étaient rattrapés, ils étaient pendus, et mon père me disait, il fallait que ça nous serve d'exemple pour qu'on ne s'échappe pas. Ils arrivent à la frontière tchécoslovaque, après avoir marché près d'une semaine. Ils sont mis dans des trains, des wagons semi-ouverts, hein, c'était les wagons qui servaient à transporter le charbon. Un froid terrible, hein, il faisait moins 20, moins 25. Et ils vont traverser la Tchécoslovaquie jusqu'au camp de Mauthausen en Autriche. René, qui était un des camarades de mon père, dans ses mémoires, il le raconte, il dit quand on est arrivé, bien sûr, des déportés n'avaient pas survécu, ils étaient complètement gelés, on nous a donné ordre de les sortir des wagons, et on les a sortis à la pioche, tellement les corps étaient gelés et durs. Comment mon père et ses camarades ont réussi à survivre, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre, mais c'est ainsi. Ils arrivent à Mauthausen, la désinfection, ils sont mis en quarantaine pendant 3 semaines, toujours ces problèmes de typhus, et là ils sont transférés dans un des camps satellites de Mauthausen, au camp d'Ebensee, dans le Tyrol autrichien. On est au mois de février 1945. Là ils sont chargés de creuser un tunnel dans la montagne du Tyrol, puisque le projet des nazis c'était sous ces montagnes de construire une usine de carburant synthétique. Donc il fallait creuser la montagne. Mon père me disait, il dit, ça c'est la période la plus dure que j'ai connue de ma déportation, parce que autant Auschwitz il était protégé dans un bâtiment, autant là il était en plein air avec des travaux très durs. Et
un de ses camarades, son meilleur camarade, c'était un frère. Oui, les conditions à Ebensee étaient très dures. Les Allemands savaient qu'ils avaient perdu la guerre, mais malgré tout, ils continuaient à exploiter les déportés. Et donc, un des camarades que mon père considérait comme un frère, Lieber, ils étaient depuis Pithiviers, ils avaient fait le parcours ensemble. La femme de Lieber a été une des femmes qui ont subi les expériences du docteur Mengele. Elle avait été subi ces expériences. C'est une personne que j'ai connue après la guerre parce que heureusement elle a survécu avec beaucoup bien sûr de traumatismes. Elle avait été stérilisée dans le cadre des expériences qui étaient menées par Mengele. Et donc c'était un coup terrible pour mon père de perdre son camarade. Il est mort 15 jours avant la libération. Et puis finalement, mon père lui-même commençait à être affecté par un phlegmon, il avait les jambes très abîmées, il avait du mal à marcher. Et puis le 6 mai 1945, les troupes américaines sont arrivées et ont libéré le camp d'Ebensee. Mon père me disait, on était libres, mais on ne savait pas ce qu'on pouvait faire. On était perdus, on avait du mal à comprendre ce qui nous arrivait. On avait subi tellement de choses qu'on ne savait plus où on en était. Le 6 mai, ça n'est que 2 jours avant la capitulation de l'Allemagne nazie. Donc, il est libéré, il est vivant, et encore une des choses terribles qui est arrivée après cette libération, c'est que certains déportés sont morts après l'arrivée des Américains. Pourquoi? Parce que les Américains qui n'avaient pas cette pratique, contrairement aux troupes soviétiques, ont voulu donner à manger à des hommes affamés. Et quand on donne trop à manger à quelqu'un qui n'a pas mangé pendant des mois et des mois, dont l'estomac s'est rétréci, eh bien la personne s'étouffe. Et là aussi, j'ai demandé à mon père, mais toi, t'as mangé? Il me dit, oui, j'ai mangé. Et je me suis vite rendu compte que j'avais trop mangé, donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis les doigts dans la bouche pour vomir. Il me dit, ça m'a sauvé parce que je ne me suis pas étouffé. D'autres n'ont pas eu ce réflexe et sont morts étouffés. Donc il est libéré, s'organise le rapatriement des déportés, c'est un peu compliqué. Il y a un officier français qui est là parce qu'il faut répartir tous ces déportés à Mauthausen et puis à Ebensee. Il y avait aussi des républicains espagnols, il y avait des juifs de l'Europe entière, donc il fallait les renvoyer dans leur pays d'origine. Mon père arrive devant l'officier français qui lui demande « Tu viens d'où toi ?» Il dit « Je viens de France ». Et comme mon père ne parlait pas très bien français, il parlait avec un accent, il lui dit « Ça m'étonnerait, en gros, je ne dirais pas les mots qu'employait mon père, mais il dit « Tu te moques de moi, t'es pas français ?» Il me dit « Mais si monsieur, je suis naturalisé français. » Et comme il ne pouvait pas vérifier, je n'avais pas de papier, il a fini par accepter que je sois français. Donc il m'a orienté vers un transfert vers la France. Et il me dit « J'ai encore eu le sentiment que j'allais mourir, parce que dans le camion américain, qui était chargé de nous rapatrier sur une gare, le chauffeur a roulé à tombeau ouvert, on a cru qu'on allait avoir un accident, qu'on allait tous mourir. Alors bien sûr, il racontait ça en rigolant, parce que c'était sans doute la dernière épreuve qu'il allait subir. Il arrive le 24 mai 1945 à Paris, il est orienté, comme tous les déportés, vers l'hôtel Lutetia à Paris. C'était là que les familles se renseignaient pour savoir si leurs proches étaient rentrés. Malheureusement, l'essentiel n'était pas rentré. Et mon père tout de suite comprend que quand il arrive à l'hôtel Lutetia, tout le monde était orienté vers un docteur. Il dit, si je vois un docteur, ils vont me garder et je ne pourrai pas rentrer chez moi. Donc, sans savoir s'il y avait encore un chez lui, il prend le métro, il tombe, à l'époque c'était les poinçonneuses, celles qui faisaient les trous dans les tickets de métro. Il me dit, elle m'a vu, elle a vu dans quel état j'étais, parce que quand il est rentré, il faisait 37 kilos. C'était un homme qui, avant-guerre, faisait 65 kilos, donc quelqu'un de décharné. Et il prend le métro, il rentre chez lui rue du Temple, il habitait dans le Marais, donc un quartier au centre de Paris, et il tombe sur la concierge de l'immeuble où il habitait. Et bien sûr, la concierge le reconnaît, et elle lui dit « Attends, je vais prévenir ta femme », parce que sa femme était là. Donc mon père l'ignorait complètement. Elle monte à l'étage où habitait mon père, elle prévient sa femme, elle lui dit « Tu peux monter ». Et mon père raconte qu'il arrive devant la porte, il ouvre la porte et il voit sa femme et son beau-frère qui étaient là. Et bien sûr, sa femme l'accueille, tout de suite elle le déshabille, elle le met dans une bassine,
Elle m'a lavé, j'étais vert, j'avais la peau verte, j'avais des poux et tout. Elle m'a mis dans des draps blancs, j'ai pleuré, j'ai dormi. C'est comme ça que s'est organisé son retour en France. Et quelques mois plus tard, quelques semaines plus tard, il a retrouvé ses deux garçons, dont l'un n'avait que 4 ans. Il ne l'a pas reconnu, bien sûr, ce garçon n'a pas reconnu son père, il l'avait à peine connu. Donc c'est aussi un choc de voir ces enfants qui ne vous reconnaissent pas. Ça a été très difficile par la suite pour mes deux frères, parce que mes deux frères ont été enfants cachés pendant la guerre. Ils ont aussi couru le risque d'être raflés, donc forcément ça a marqué leur enfance. L'épouse de mon père a été extrêmement choquée de toute cette période. Elle a perdu 11 membres de sa famille qui ont été exterminés dans les camps. Elle avait une nièce, Henriette, qui avait 4 ans, Maurice qui avait 7 ans. Ils ont été exterminés dès leur arrivée à Auschwitz. Elle avait un neveu auquel elle tenait beaucoup, c'était comme un fils. Il avait été arrêté en novembre 1940 parce qu'il collait ce qu'on appelait à l'époque des papillons pour dénoncer l'occupation allemande. Il avait été arrêté en prison et puis ensuite amené en Drancy. Il avait été pris comme otage. C'était un des premiers fusillés du Mont Valérien le 15 décembre 1941. Donc ça avait beaucoup marqué l'épouse de mon père et elle est tombée en dépression. Elle avait été soignée aux électrochocs à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Ça avait sans doute déclenché une maladie de Parkinson. Et elle n'a pas supporté, elle s'est suicidée en 1949. Donc mon père s'est retrouvé veuf avec 2 enfants. Et puis par justement un de ses camarades de déportation, il a rencontré ma mère qui elle aussi avait connu une histoire terrible. Lors de l'invasion allemande, elle était en Pologne, elle avait réussi à s'enfuir en URSS avec son compagnon de l'époque. Elle avait vécu en Sibérie dans les pires conditions que vous pouvez imaginer, puis en Ouzbékistan. Elle s'était mariée en Ouzbékistan, était revenue en mars 1946 en Pologne, là où ma sœur est née, dans la ville de Łódź. Et puis en Pologne, l'antisémitisme a perduré après la guerre. Il y a eu des pogroms en juin 1946. Ma mère m'a dit, je me suis caché sous un lit avec mon bébé. Et là, j'ai décidé avec mon mari qu'on ne resterait pas dans ce pays. Et ils sont partis en France. Malheureusement aussi, son mari, qui était revenu très affaibli de la guerre, un jour, il va dans un commissariat pour essayer de régulariser ses papiers. Il fait un malaise, personne ne s'occupe de lui, il décède. Donc ma mère aussi s'est retrouvée veuve avec un enfant. Et grâce à ce camarade de déportation, ils se sont retrouvés. Ils se sont mariés. Et moi, je suis né, je suis issu de ce mariage après la guerre. Et donc je porte cette mémoire. C'est une mémoire difficile. C'est une mémoire qu'il faut transmettre. Mon père disait plus jamais ça. 6 millions de personnes sont mortes du fait de ce qu'ils étaient, pas pour ce qu'ils avaient fait. Parce qu'ils étaient juifs, parce qu'ils étaient tziganes, parce qu'ils étaient homosexuels, parce qu'ils étaient handicapés. Et donc tous ces morts que le régime nazi a voulu éradiquer, mon père disait toujours avec ses camarades de déportation, ça ne doit plus jamais se reproduire, ne plus jamais l'oublier. Et c'est un message que portaient ces déportés, que je veux porter, puisque des témoins survivants, il n'y en a presque plus. Il faut que les nouvelles générations portent ce message. Je pense en particulier à la jeunesse, qu'elle soit de France ou d'Italie ou de tout autre pays. Tout ce qui favorise le racisme, l'antisémitisme, la discrimination doit être combattu. Et j'espère qu'on ne le reverra plus, qu'il n'y aura plus, comme disait mon père, un fou comme Hitler, même s'il n'en était pas certain, même si on sait que les guerres existent toujours, mais il y a toujours cet espoir que plus jamais on ait à vivre ce qu'ont vécu nos parents, et particulièrement mes parents et ma famille. Comment qu'on ne peut pas avoir la haine? On vous prend comme ça dans le berceau et puis on vous le déporte. Si, j'avais la haine contre le nazi, mais je dis, Hitler, c'est un fou. C'est un fou, c'est un homme pas normal. On avait un mot, plus jamais ça. J'aurais eu ces mots-là pour leur dire, plus jamais ça.
C'est très, très compliqué. Très compliqué. J'espère que ça ne reviendra jamais, mais enfin, on ne peut pas savoir, il y a toujours le fou. Mais je pense que ça n'arrivera jamais, enfin. Il n'y aura pas un autre Auschwitz.